Je ne sais pas. Je suis juste moi. Tu sais? Je suis juste moi. Je suis parfois très désorganisé. Je suis organisé parfois, et je ne suis que moi. Nous avons Freddie Mercury, décédé hier soir du sida. Des amis et des fans ont rendu hommage à son talent et à son courage. Je vous aime toujours tous. Je suis désolé que ça doive se terminer de cette façon. Le 24 novembre 1991 marque un jour charnière dans l'histoire de la musique. Le jour du décès de Freddie Mercury, le chanteur emblématique de Queen. Sa perte marque non seulement la fin d'une époque, mais aussi un moment qui a profondément résonné à travers le monde. Rejoignez-nous pour découvrir la vie et la carrière de Freddie Mercury. Les débuts de la vie de Mercure et son chemin vers la célébrité. Loin des scènes scintillantes et des foules bruyantes. La vie de Freddie Mercury a commencé dans les modestes décors de Zanzibar. Son enfance était loin du personnage flamboyant qu'il incarnerait plus tard. Et son enfance s'est déroulée dans un creuset de culture, un facteur qui a considérablement influencé son style artistique. Vivant dans une communauté conservatrice, Freddie a été façonné par les valeurs traditionnelles, son père travaillant comme caissier pour le bureau colonial britannique, offrant à la famille une vie modeste mais stable. C'est au cours de ces premières années que le penchant de Freddie pour la musique a commencé à émerger. À l'âge de 7 ans, il fut envoyé à la St. Peter's School, un internat de style britannique en Inde. Cette démarche, bien que difficile, a été essentielle pour nourrir son talent musical. L'école, qui met l'accent sur les arts, a fourni à Freddie sa première exposition formelle à la musique, où il a appris à jouer du piano et a rejoint la chorale de l'école, affichant un flair naturel pour la musique. Le temps passé par Freddie à l'école était bien plus que simplement académique. C'est là qu'il forme son premier groupe, The Hectics. Cette expérience a été sa première incursion dans le monde du spectacle, où il a commencé à comprendre les sensations et les défis de la musique live. Les Hectics, qui couvrent principalement les succès du rock and roll, sont devenus un incontournable des événements scolaires, donnant à Freddie son premier avant-goût sous les projecteurs. En 1963, les troubles politiques à Zanzibar incitent sa famille à déménager en Angleterre, marquant un tournant important dans la vie de Freddie. En s'installant, le changement de décor a apporté de nouveaux défis et opportunités. Freddie, aujourd'hui adolescent, était immergé dans une culture radicalement différente, animée par les sons révolutionnaires de la scène rock des années 1960. Freddie excellait dans ses études universitaires et son talent était évident. Cette période fut cruciale dans la formation de sa sensibilité esthétique, qui deviendra plus tard une caractéristique du style visuel de Queen. La scène musicale londonienne de la fin des années 60 était dynamique et Freddie était attiré par elle. Il fréquente les salles de concert, absorbant l'énergie et les styles des groupes contemporains. C'est durant cette période qu'il rencontre Brian May et Roger Taylor, membres du groupe Smile. Les interactions de Freddie avec eux ont rapidement conduit à la formation de Queen. Mais pas avant qu'il ait exercé divers emplois, notamment à l'aéroport de Heathrow et en se lançant dans d'autres projets musicaux. En 1970, les étoiles se sont alignées lorsqu'il a officiellement rejoint le groupe pour former Queen. John Deacon a rejoint plus tard, complétant la gamme emblématique. L'influence de Freddie fut immédiate. Il a joué un rôle déterminant dans le renommage du groupe et a utilisé ses compétences en design pour créer le célèbre logo Queen, incorporant les signes du zodiaque de tous les membres du groupe. Les premières années furent un mélange d'excitation et de lutte. Le son unique du groupe, un mélange d'opéra rock et de divers autres genres, ne rentre parfaitement dans aucune catégorie existante. Et leurs tentatives pour gagner du terrain ont rencontré des réponses mitigées. Cependant, la détermination et la vision de Freddie pour le groupe n'ont jamais faibli. En 1973, ils sortent leur premier album. Et bien que ce ne soit pas un succès immédiat, ils mettent en valeur le style unique du groupe et la voix puissante de Freddie. Leur troisième effort en 1974 est devenu leur percée, suivi par le révolutionnaire A Night at the Opera en 1975, mettant en vedette l'épopée Bohemian Rhapsody. La chanson, un chef-d'œuvre complexe combinant à la fois le rock et l'opéra, est devenu un classique instantané, consolidant la place de Queen dans l'histoire du rock, la transformation de Queen et l'évolution artistique de Mercury. Du milieu des années 1970 au début des années 1990, Queen, avec Freddie Mercury comme leader dynamique, a subi une transformation remarquable, évoluant à la fois musicalement et visuellement. Cette période n'était pas seulement celle de l'ascension du groupe vers la célébrité,
mais aussi une toile de fond pour l'évolution artistique de Mercury, mettant en valeur sa polyvalence et sa volonté de repousser les limites. Dans les premières années, la musique de Queen était un mélange audacieux de hard rock, de rock progressif et d'une touche de heavy metal, évident dans des albums comme Queen et Queen 2. Cependant, avec Sheer Heart Attack en 1974 et l'emblématique A Night at the Opera en 1975, ils commencent à défier les genres musicaux conventionnels. Bohemian Rhapsody Incarnated Fee, une suite de 6 minutes qui combine hard rock et opéra, défiant toutes les formules standards et devenant l'une des chansons les plus appréciées du groupe dans l'histoire du rock. Le rôle de Freddie dans Queen était multiforme. En tant que chanteur principal, il a apporté à la musique une intensité et une portée inégalées. Ses compositions de plus en plus audacieuses et diversifiées s'inspirent d'un large éventail d'influences. Des chansons comme Somebody to Love et Crazy Little Thing Called Love ont montré sa polyvalence, s'inspirant respectivement des styles gospel et rockabilly. Visuellement, Queen et Freddie étaient tout aussi aventureux. Les performances du groupe sont devenues des spectacles théâtraux, les costumes flamboyants de Freddie et sa présence charismatique sur scène devenant les marques de leur identité. Leurs concerts étaient bien plus que de simples performances musicales. Il s'agissait d'expériences immersives qui ont laissé le public en haleine. La fin des années 70 et 80 ont marqué une période de grande expérimentation et de changement pour Queen. L'album News of the World, contenant des hymnes comme We Will Rock You et We Are the Champions, s'orientait vers des sons rock plus traditionnels. Cela a été suivi par Jazz et The Game, ce dernier comprenant Another One Bites the Dust, influencé par le disco. Ces albums reflètent la capacité de Queen à s'adapter et à séduire un public plus large sans perdre leur originalité. Les années 1980 ont été une décennie d'expansion et d'exploration pour Freddie et le groupe. Ils se sont aventurés dans la danse, le funk et la musique électronique, comme on l'entend dans Hot Space. Cet album, notamment le single Under Pressure avec David Bowie, mettait en valeur l'ouverture de Freddie à différents genres et collaborations. La vie personnelle de Freddie a également influencé sa direction artistique. Ses expériences, ses relations et l'exploration de son identité ont trouvé leur expression dans sa musique. Des chansons comme Love of My Life et These Are the Days of Our Lives sont considérées comme le reflet de ses sentiments et de ses relations personnelles. Tout au long des années 80, la popularité de Queen a explosé à l'échelle mondiale. Le Magic Tour en 1986, qui serait leur dernier avec Freddie, les a vus se produire devant un public parmi les plus nombreux jamais vus. Mais ce n'est pas seulement la musique qui a évolué. L'apparence de Freddie a subi une transformation significative. Dans les années 60, son look se caractérisait par des cheveux longs et une tenue glam rock. Mais dans les années 80, il arborait un look plus court et plus robuste, complété par une moustache, symbolisant une nouvelle phase de sa vie et de sa carrière. L'impact de Freddie s'est étendu bien au-delà de la musique. Il est devenu une icône d'expression de soi. Son personnage de scène décomplexé et son mépris des normes de genre ont trouvé un écho auprès de beaucoup, en particulier au sein de la communauté LGBTQ+. Il a défié les attentes de la société et est devenu un symbole de liberté et d'individualisme audacieux. La transformation de Queen sous la direction de Freddie reflète un changement dans les paysages culturels. À partir des années 70 et 80, ils ont adopté la philosophie de leur époque, l'expérimentation et l'expression de soi, tout en éliminant les barrières traditionnelles en matière de musique et de performance. À la fin des années 80, leur style a encore changé. Des albums comme The Miracle et Innuendo reflètent une approche plus mature et introspective. Ces albums, en particulier Innuendo avec sa chanson-titre complexe et obsédante, sont souvent considérés comme le reflet des luttes personnelles de Freddie face à sa santé défaillante, sa vie personnelle, ses relations et ses luttes intérieures. La personnalité publique de Freddie Mercury était plus grande que nature, mais sa vie personnelle était une myriade de relations complexes, de batailles privées et d'une recherche d'amour et d'identité. Derrière cette présence scénique flamboyante se cachait un homme aux prises avec son moi intérieur, aspirant à une véritable connexion et aux normes sociétales de l'époque. Son enfance a été façonnée par des influences culturelles et religieuses conservatrices et traditionnelles. S'installer en Angleterre à l'adolescence lui fait découvrir une société en plein bouleversement, notamment en termes de sexualité et d'identité. Sa relation avec Mary Austin était au cœur de sa vie personnelle.
Ils se sont rencontrés à la fin des années 60, alors que Freddie commençait tout juste sa carrière. Mary travaillait dans une boutique londonienne et leur relation s'est transformée en un lien profond. Freddie se référant un jour à Mary comme sa conjointe de fait. Ils ont partagé un partenariat amoureux pendant plusieurs années et même après que Freddie lui ait révélé sa bisexualité, leur lien s'est transformé mais ne s'est pas rompu. Mary est restée une figure centrale de sa vie. Freddie lui confiant une grande partie de sa succession et la responsabilité de disperser ses cendres dans un endroit secret selon son dernier souhait. L'exploration de sa sexualité par Freddie a été marquée à la fois par la libération et par le défi. Les années 70 et 80 ont été une période de visibilité croissante pour la communauté LGBTQ+, mais aussi de stigmatisation et de discrimination importante. Freddie a parcouru ce paysage en privé, sans jamais s'exprimer publiquement de son vivant. Ses relations avec les hommes, bien que connues de son entourage, étaient tenues à l'abri des regards du public. L'une des relations les plus significatives a été celle avec Jim Hutton, un coiffeur irlandais. Le couple s'est rencontré dans une boîte de nuit dans les années 1980 et a rapidement noué un lien étroit et affectueux. Hutton était avec Freddie dans ses dernières années, prenant soin de lui alors que sa santé déclinait à cause du sida. Leur relation représentait une période de stabilité et de calme domestique dans la vie de Freddie. Loin du spectacle public de son personnage scénique, les relations de Freddie n'étaient pas seulement romantiques. Il a noué de profondes amitiés dans l'industrie musicale, notamment avec d'autres artistes comme Elton John et David Bowie. Ces relations lui ont procuré un sentiment de camaraderie et de respect mutuel, essentiel dans une industrie souvent marquée par la concurrence et l'isolement. Un autre aspect de sa vie personnelle était son héritage et sa foi zoroastrienne dans laquelle il a grandi. Bien qu'il ne soit pas ouvertement religieux à l'âge adulte, son éducation et son origine culturelle restent partie intégrante de son identité. Cette dualité entre l'Orient et l'Occident se retrouve dans sa musique, qui mélange souvent différents éléments culturels. La bataille contre le sida et la spéculation publique dans la dernière partie de la vie de Freddie Mercury était une bataille personnelle menée à l'abri des regards du public. Il s'agissait d'une lutte contre le sida, une maladie peu comprise et fortement stigmatisée dans les années 80. Ce chapitre de sa vie a été marqué par le courage, la dignité et une intimité farouche, alors même que les spéculations publiques tournaient autour de son apparence de plus en plus fragile. Diagnostiqué atteint du sida à la fin des années 80. Freddie a relevé le défi à une époque où la maladie était une condamnation à mort. L'épidémie a semé la peur et l'incompréhension à travers le monde. Et les personnes diagnostiquées ont souvent été socialement ostracisées. Pour Freddie, une personnalité publique idolâtrée par des millions de personnes, le diagnostic signifiait non seulement être aux prises avec une maladie potentiellement mortelle, mais aussi faire face à l'examen minutieux des médias et des fans. Malgré sa maladie, il continue à travailler, consacrant son énergie à sa musique. Son dernier album avec le groupe, Innuendo, est sorti en 1991. À mesure que la santé de Freddie se détériorait, les spéculations médiatiques se sont intensifiées. Les tabloïds regorgeaient de rumeurs sur son apparence, sa santé et sa vie privée, avec des photographies d'un Freddie de plus en plus maigre apparaissant fréquemment, conduisant à de nombreuses spéculations sur le sida. Bien qu'aucune confirmation ne soit venue de Freddie ou de son entourage proche, cette période a été un défi non seulement pour Freddie, mais aussi pour ses camarades de groupe, ses amis et sa famille, qui ont respecté ses souhaits d'intimité tout en faisant face aux pressions du public pour obtenir des réponses. Les spéculations sur la santé de Freddie faisaient partie d'un récit plus large de peur et d'incompréhension autour du sida à l'époque. La maladie était souvent liée à un jugement moral et à des préjugés, notamment à l'encontre de la communauté gay. Freddie, une personnalité publique bien aimée, s'est retrouvé au centre de ce récit, sa maladie devenant un sujet de discours public et de spéculation. Sa réponse à la maladie a été caractérisée par une discrétion et une dignité admirables. Il a choisi de garder son diagnostic secret jusqu'à la toute fin, se concentrant plutôt sur la musique et les personnes qu'il aimait. Cette décision n'était pas seulement un choix personnel, mais une déclaration à une époque de stigmatisation généralisée contre le sida et la communauté LGBTQ+. En gardant sa maladie privée, il a gardé le contrôle de son récit, refusant de se laisser définir par la maladie.
Au cours de ces derniers jours, il a pris la décision importante de rendre public son diagnostic. Le 23 novembre 91, juste un jour avant sa mort, il a publié une déclaration reconnaissant qu'il était atteint du sida. Cette annonce a été un moment profond, non seulement pour les fans, mais aussi pour le débat plus large sur la maladie. Il a fait prendre conscience au public de la réalité de la maladie, soulignant qu'elle pouvait toucher n'importe qui, même une célèbre rockstar. Son décès le 24 novembre, à l'âge de 45 ans, a été un moment de profonde perte pour le monde de la musique et ses fans. C'est également devenu un tournant dans la perception du public sur le sida, en humanisant la maladie, en éliminant une partie de la stigmatisation et en suscitant un discours plus compatissant et plus informé. Au lendemain de sa mort, l'héritage de Freddie a joué un rôle important dans la sensibilisation et la recherche sur le sida. Le Mercury Phoenix Trust, créé par Jim Beach, directeur de Queen et Freddie, a collecté des millions pour la recherche et la sensibilisation au sida. Le concert hommage à Freddie Mercury pour la sensibilisation au sida, organisé en avril 1992, a réuni certains des plus grands noms de la musique et a été diffusé devant des millions de personnes, faisant avancer le débat sur le sida et rendant hommage à la vie et à l'héritage de Freddie. Les derniers jours de Freddie Mercury ont été marqués par la réflexion et l'intimité. Alors que le soleil se couchait sur sa vie, le monde extérieur restait inconscient des transformations silencieuses qui se produisaient dans les murs de son manoir. Ces derniers jours, mélange de contemplation et de rassemblements intimes, contrastaient fortement avec le style de vie flamboyant pour lequel il était connu. Cependant, Freddie savait que son temps était limité. Son manoir, autrefois lieu de fêtes extravagantes et de réjouissances sans fin, s'est transformé en un sanctuaire où il a passé de précieux moments avec ses amis et sa famille les plus proches. Malgré sa santé défaillante, sa voix conservait sa force, un ultime défi contre la maladie qui ravage son corps. Son amour pour les chats était bien connu et, dans ses derniers jours, il se livrait à de longues conversations avec ses 8 compagnons félins. Cette habitude originale était une extension de sa personnalité excentrique. Il les appelait pendant ses tournées, s'assurant qu'ils entendaient sa voix. Même lorsqu'ils étaient à des kilomètres l'un de l'autre, ces petits moments de joie au milieu de la douleur et de la fatigue mettaient en valeur son affection durable pour ses créatures. Son partenaire, Jim Hutton, est resté une présence constante, offrant soutien et amour. Freddie a également consacré du temps à sa passion pour l'art, créant des peintures abstraites qui étaient peut-être le reflet de son trouble intérieur et de sa paix. Un aspect important de ces derniers jours a été la décision d'arrêter ses médicaments. Ce choix ne consistait pas à abandonner, mais à prendre le contrôle. Il voulait affronter la fin selon ses propres conditions, une attitude qui avait caractérisé toute sa vie. Parmi les moments les plus calmes, il y avait les discussions sur l'avenir de Queen. Freddie n'a exprimé aucune appréhension quant à la continuité du groupe après son départ. Son souci de son héritage, tant en tant qu'individu qu'en tant que membre de Queen, est devenu évident, et il voulait que la musique perdure, transcendant sa présence physique. Freddie a fait des plans pour ses biens et sa richesse, s'assurant que ceux qu'il aimait étaient pris en charge. Mary Austin, son ancienne petite amie et amie de toujours, a joué un rôle particulièrement important dans ses projets. Il lui confie une partie importante de sa fortune et la responsabilité d'exécuter ses dernières volontés. Le monde ne le savait pas à l'époque, mais Freddie Mercury préparait son dernier acte. Il a passé ses dernières heures dans le confort de sa maison, entouré de ceux qu'il aimait. Son assistant a rappelé ses derniers mots, une demande de ne pas être présenté comme quelqu'un d'ennuyeux. Même dans ses derniers instants, sa personnalité vibrante transparaissait, sa triste addiction. Cependant, derrière la façade publique, il luttait contre des démons personnels, notamment la toxicomanie, qui ont eu un impact significatif sur sa vie et sa carrière. Comprendre cet aspect de la vie de Mercure permet d'avoir une image plus complète de l'homme derrière la légende, mettant en évidence à la fois ses vulnérabilités et sa résilience. La consommation de drogue de Freddie Mercury a commencé dans les années hédonistes des années 1970 et 1980, une période marquée par les excès de la culture rock and roll. À cette époque, la consommation de drogue récréative était endémique dans l'industrie musicale, et Mercury ne faisait pas exception. Il était connu pour sa consommation de cocaïne, une drogue largement utilisée et glamour sur la scène rock. Les pressions de la renommée, les tournées constantes et l'intense surveillance du public à laquelle il a été confronté ont
contribué à le faire se tourner vers les substances comme forme d'évasion et de mécanisme d'adaptation. La cocaïne, en particulier, a joué un rôle important dans la vie de Mercury au plus fort du succès de Queen. La drogue était facilement disponible et est devenue une partie de sa vie sociale, souvent utilisée lors de fêtes et de rassemblements sociaux. La consommation de cocaïne de Mercury n'était pas seulement une question d'euphorie. C'était aussi un moyen de maintenir ses hautes performances énergétiques et le rythme exigeant de son style de vie. Les effets stimulants de la drogue lui ont permis de suivre le programme implacable et les exigences d'être une rockstar mondiale. Cependant, l'euphorie provoquée par la cocaïne a un coût élevé. Les effets du médicament sur la santé et le bien-être de Mercure étaient profonds. La consommation de cocaïne peut entraîner de graves conséquences physiques et psychologiques, notamment des problèmes cardiovasculaires, des problèmes respiratoires et des problèmes de santé mentale importants tels que l'anxiété, la paranoïa et la dépression. Pour Mercure, ces effets ont commencé à se manifester de diverses manières, impactant sa vie personnelle et professionnelle. La dépendance de Mercure a également mis à rude épreuve ses relations avec son entourage. Ses amis et camarades de groupe ont noté des changements dans son comportement, marqués par une irritabilité accrue, des actions erratiques et des moments de profonde introspection, suivis de crises de haute énergie. Les hauts et les bas de sa consommation de cocaïne ont créé une atmosphère instable, compliquant ses interactions et sa collaboration avec les autres. Malgré ces défis, l'immense talent et le charisme de Mercury masquaient souvent les problèmes sous-jacents, lui permettant de continuer à jouer et à créer de la musique à un niveau exceptionnel. Le mode de vie associé à la consommation de drogue a également conduit à un certain nombre de comportements et de décisions à risque. La vie personnelle de Mercury, caractérisée par une série de relations et de fêtes extravagantes, reflétait souvent le chaos alimenté par sa dépendance. Ses comportements, bien que faisant partie du mythe de la rockstar, l'ont également exposé à de nombreux dangers et risques pour sa santé, compliquant encore davantage sa vie et exacerbant ses luttes contre la toxicomanie. Michael Jackson a perturbé l'enregistrement de chansons avec Freddie Mercury. Au début des années 1980, Freddie Mercury et Michael Jackson, deux des figures les plus emblématiques et les plus influentes de la musique, ont tenté de collaborer sur une série d'enregistrements. Ce partenariat, cependant, était plein de tensions et s'est finalement effondré, en grande partie à cause de la consommation de drogue de Mercury, qui est devenu un point de discorde important entre les deux artistes. Michael Jackson, connu pour son approche méticuleuse et professionnelle de la musique, était frustré par le comportement erratique de Mercury lors de leur session d'enregistrement. À l'époque, Mercury était aux prises avec sa dépendance à la cocaïne, qui conduisait souvent à un comportement imprévisible et perturbateur. Jackson, qui appréciait la discipline et la précision en studio, trouvait difficile de travailler dans de telles conditions. La collaboration a débuté avec de grands espoirs, les deux artistes étant enthousiasmés par la perspective de combiner leurs talents uniques. Ils ont commencé à travailler sur quelques morceaux, dont There Must Be More to Life Than This et State of Shock. Mais les séances sont vite devenues tendues. La consommation de drogues de Mercury a entraîné des retards fréquents et un comportement erratique, ce qui allait à l'encontre du besoin de Jackson d'un environnement de travail contrôlé et productif. Jackson était particulièrement perturbé par l'habitude de Mercury d'introduire de la drogue dans le studio. À plusieurs reprises, Jackson a vu Mercury se livrer à de la cocaïne pendant les pauses de leur séance. Ce comportement n'était pas seulement une distraction, mais allait également à l'encontre des valeurs personnelles et professionnelles de Jackson. Jackson, qui était connu pour éviter les drogues et l'alcool, avait de plus en plus de mal à tolérer les actions de Mercury. Dans des interviews et des conversations, Jackson a ensuite exprimé sa frustration à l'égard de Mercury. Il aurait dit à ses amis et associés qu'il en avait assez de la consommation de drogue de Mercury et de l'impact que cela avait sur leur travail. L'agacement de Jackson a atteint son paroxysme lorsqu'il a découvert que Mercury avait fait entrer clandestinement un revendeur dans le studio, compliquant encore davantage leur collaboration. La tension entre les deux stars a finalement conduit à l'abandon de leur projet commun. Les morceaux inachevés sont restés dans les coffres pendant des années, pour être publiés plus tard sous diverses formes. Jackson a ensuite terminé State of Shock avec Mick Jagger, tandis que Mercury a inclus There Must Be More to Life Than This sur son album solo.
L'échec de la collaboration entre Freddie Mercury et Michael Jackson met en évidence l'impact significatif de la dépendance de Mercury sur ses relations professionnelles. La frustration de Jackson ne concernait pas seulement les retards et les perturbations, mais aussi une différence fondamentale dans leurs approches de la musique et de l'éthique du travail. La lutte de Mercury contre la dépendance, bien qu'elle soit une bataille personnelle, a eu des conséquences considérables, affectant même les partenariats artistiques les plus prometteurs. Cet épisode, dans leurs deux carrières, rappelle les défis et les complexités qui accompagnent la collaboration créative, en particulier lorsque des problèmes personnels interfèrent. Malgré la déception, Mercury et Jackson ont continué à remporter des succès extraordinaires dans leurs carrières respectives, laissant une marque indélébile sur le monde de la musique. La photo finale étrange, prise en août 1991 par son partenaire de longue date, Jim Hutton, montre Mercury debout dans le jardin de sa maison de Kensington, Garden Lodge. Malgré son apparence frêle, le charisme inhérent de Mercure transparaît, rendant la photographie à la fois déchirante et profondément émouvante. Sur cette photographie, Mercure porte une chemise à motifs bleus et blancs et un pantalon léger. Sa silhouette, autrefois robuste, est nettement plus mince. Un témoignage visible des ravages du sida qui l'ont progressivement affaibli au cours des années précédentes. Pourtant, sa posture reste droite et digne, reflétant la même force et la même résilience dont il a fait preuve tout au long de sa vie et de sa carrière. Le décor de jardin de la photographie ajoute une couche de tranquillité et de beauté naturelle à l'image. Entouré d'une verdure luxuriante et de fleurs éclatantes, Mercure apparaît en paix, profitant d'un moment de calme dans son jardin bien-aimé. Ce contexte serein contraste fortement avec les luttes internes auxquelles il était confronté, donnant un aperçu de son désir de conserver un semblant de normalité et de sérénité malgré sa santé déclinante. La décision de Mercury de garder son combat contre le sida secret jusqu'à la toute fin rend cette photographie d'autant plus significative. En août 1991, les spéculations sur son état de santé allaient de bon train, alimenté par ses apparitions publiques de plus en plus rares et ses changements physiques notables. Pourtant, Mercury a choisi d'affronter sa maladie à l'abri des regards du public en se concentrant sur sa musique et les personnes qu'il aimait. Cette photographie finale constitue un aperçu rare et intime de ses derniers moments privés. L'image souligne également le soutien et l'amour qu'il a reçu de ses proches. Jim Hutton, qui a pris la photo, était une présence constante dans la vie de Mercury, offrant un soutien et une compagnie inébranlables, l'amour et les soins de Hutton, ainsi que d'autres amis proches et membres de la famille, ont fourni à Mercure une source vitale de force pendant ces derniers jours. Cette photographie est depuis devenue une représentation emblématique du dernier chapitre de Freddie Mercury. Cela résume la dichotomie de son existence au cours de ces derniers mois. Un artiste légendaire luttant contre une maladie débilitante, tout en dégageant une dignité et une grâce tranquille. La photographie capture non seulement les conséquences physiques de sa maladie, mais célèbre également l'esprit durable d'un homme qui a vécu sa vie selon ses propres conditions. Freddie Mercury est décédé le 24 novembre 1991, 3 mois seulement après la prise de cette photo. Sa mort a marqué la fin d'une époque, mais l'héritage qu'il a laissé continue d'inspirer et de captiver les fans du monde entier. Cette image finale, toute comme sa musique, reste un puissant rappel de sa vie extraordinaire et de l'esprit indomptable qui le définissait. Héritage et impact culturel après le décès. Le décès de Freddie Mercury, le 24 novembre 1998, a laissé un vide dans le monde de la musique, bien au-delà du domaine de la musique et du divertissement. Dans les années qui ont suivi sa mort, son héritage s'est non seulement élargi, transcendant les générations et les frontières culturelles, mais il s'est également étendu à diverses facettes de l'art, de la société et de la culture populaire, continuant d'inspirer et de captiver des millions de personnes à travers le monde. Le génie musical de Freddie Mercury continue de résonner à travers la popularité durable de Queen. Des tubes classiques comme Bohemian Rhapsody, Somebody to Love It We Are the Champions ont résisté à l'épreuve du temps, devenant des hymnes pour les nouvelles générations. Ces chansons, caractérisées par leur structure innovante, leur style éclectique et la voix puissante de Mercury, restent des incontournables des playlists radio, des bandes originales de films et des événements sportifs. La musique du groupe a connu un regain de popularité avec la sortie du biopic Bohemian Rhapsody en 2018
qui a présenté l'histoire de Mercury et la musique de Queen à un nouveau public. L'impact de Freddie Mercury transcende la musique. Il est devenu une icône culturelle, célébré pour son style unique, son personnage flamboyant sur scène et sa vie courageuse. Il a défié les normes sociétales, notamment en termes de sexualité et de performance. Et par conséquent, il est vénéré comme une icône de la communauté LGBTQ+, symbolisant la liberté, l'expression de soi et la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Des artistes de divers genres le citent comme une influence majeure, et sa capacité à fusionner différents styles tout en repoussant les limites de la musique rock traditionnelle a inspiré d'innombrables musiciens. Son approche de la performance scénique et sa connexion avec le public ont révolutionné les spectacles musicaux live, plaçant la barre haute pour de nombreux artistes d'avenir. Son sens de la mode, tout comme sa musique, était à la fois audacieux et non conventionnel. Ses tenues de scène, allant des costumes élaborés aux simples débardeurs blancs emblématiques et aux jeans, ont influencé les créateurs de mode et la culture pop. Son style était un mélange de théâtre et de simplicité, faisant une déclaration tout en brisant les normes de genre dans la mode. L'histoire de Freddie Mercury et de Queen a fait l'objet de divers films, documentaires, livres et bien plus encore. Ces représentations ont joué un rôle crucial en gardant sa mémoire vivante tout en présentant son talent artistique à ceux qui n'étaient pas présents à l'apogée de Queen.